Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Vous enseignez. Voilà. Vous avez publié, venez de publier chez Grasset Le Crépuscule d'une idole, un livre qui fait énormément de bruit, énormément parler de lui depuis sa sortie. Le sous-titre, c'est L'affabulation freudienne. On va commencer bien sûr par votre histoire d'amour avec Freud, parce qu'au départ, c'est vrai que ça a été une histoire d'amour, quand même, une passion. Il y avait aussi Marx, mais il y avait quand même Freud. Pendant 20 ans, vous avez enseigné Freud à vos élèves. Qu'est-ce qui a transformé l'histoire d'amour en histoire de haine? Qu'est-ce qui a fait basculer? La lecture du livre noir de la psychanalyse. C'est-à-dire que quand j'ai préparé mon cours pour l'université populaire, je me suis dit il y a 1000 personnes à chaque fois, donc il y aura bien des lecteurs du livre noir que je n'avais pas lu, puisqu'on avait présenté ce livre comme un livre d'antisémite, de négationniste, de révisionniste, d'amateurs d'Adolf Hitler et de défenseurs des thèses de l'extrême droite. Quand les choses sont dites dans des journaux sérieux, on n'achète pas ce livre-là. J'ai lu ce livre et je me suis dit mais ils disent vrai. Donc j'ai fait une lecture de l'œuvre complète dans la perspective effectivement non plus de la légende, à laquelle j'ai souscrit pendant des années parce que au programme de philo en terminale comme élève, parce que au programme de la fac comme étudiant, parce que au programme de philo quand j'ai été 20 ans prof, j'ai enseigné des histoires d'Édipe, de stade oral, anal, génital, phallique, etc. Comme j'ai enseigné, je sais pas quoi, impératif catégorique chez Kant, jusqu'à ce que je découvre que tout ça a été construit sur une immense affabulation. Alors quand vous dites juste que vous avez, parce que c'est vrai que vous avez lu effectivement toute l'œuvre de Freud, y compris sa correspondance, c'est vrai et pas vrai, puisqu'il y a une partie de la correspondance qui vous a échappé, puisqu'elle est dans un coffre-fort à Washington jusqu'en 2050, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle peut cacher? Qu'est-ce qui peut expliquer que cette correspondance soit à l'abri de toute lecture? Eh bien, que tout ce que je raconte sur le mode de l'hypothèse, on y trouverait probablement des certitudes. Donc, par exemple, la proximité de Freud avec Mussolini, avec l'austrofascisme de Dollfuss, la complicité avec l'Institut Göring qui permet à Freud de travailler à la continuation de l'enseignement de la psychanalyse sous le régime nazi, un certain nombre d'affabulations, des journaux de cas qui n'ont pas été guéris mais que Freud a présenté comme étant guéris, enfin tous les mensonges. Alors, parlez-nous de votre ami sur un plan plus personnel. Il était obsédé par l'idée de réussir, oui, par l'idée de gagner beaucoup d'argent. Il n'était pas du tout désintéressé, quoi. Ah non, au départ, il veut être riche, célèbre et de manière planétaire, rapidement. Maman a dit que le fils était la 8e merveille du monde, donc il veut absolument lui donner raison. Et il a envie d'être riche et célèbre très rapidement. Il rêve à des plaques sur sa maison en disant ici le docteur Freud, etc. Comme il sait qu'il a envie de faire de la philo, qu'on ne devient pas un philosophe célèbre sur la planète entière qui gagne beaucoup d'argent rapidement, et que c'est plus facile avec la médecine et éventuellement avec l'hypnose, l'hypnotisme et toutes ces choses-là, il invente d'une certaine manière le divan en disant ben voilà, c'est extraordinaire, fantastique, merveilleux, formidable, je soigne, je guéris, 450 € la séance, je fais l'équivalent. Oui, c'est converti. 450 € la séance à l'époque. Une séance tous les jours. Et qui venait le voir? Les riches, les bourgeois, les viennoises avec leur vapeur. De toute façon, ils ne disaient pas de pauvres. Moi, je ne soigne pas les pauvres n'ont pas d'argent. Et de toute façon, ils ont un bénéfice à être malades, les pauvres. Donc, on leur laisse la pauvreté et la maladie en même temps. Et puis, ils disaient, si on ne me paie pas en liquide, parce que toutes ces choses-là échappent au fisc, si on ne me paie pas en liquide, alors l'analyse ne marche pas. Il théorise en même temps, il y a des concepts extraordinaires, l'attention flottante. L'attention flottante, c'est ce qui permet aux psychanalystes de dormir pendant l'analyse. Juste, il dormait pendant oui, que... Il pouvait faire une petite sieste, les pions. Et il expliquait ça comment? Il dit que les inconscients communiquent et qu'on n'a pas besoin de sa conscience à ce moment-là. L'inconscient du psychanalyste qui dort communique avec l'inconscient du malade qui parle. Et c'est quand même 450 € la sieste. 450 € la sieste? C'est génial. Je ne vous le fais pas dire. Tout y passe dans votre livre. Hein. C'est un tricheur, un menteur, un pervers. Il n'aurait même pas tout inventé, hein, puisque par exemple, vous parlez du refoulement qui a été décrit par Schopenhauer quand même bien des années auparavant. Est-ce que vous gardez quelque chose de Freud? Oui, le freudomarxisme, c'est-à-dire les gens qui ont considéré que les fantasmes de Freud ne suffisaient pas et qu'un inconscient, ça ne plane pas dans l'air comme ça, comme une espèce de fantôme ou d'ectoplasme, et qu'un inconscient, c'est inscrit dans l'histoire. Donc, si vous êtes pauvre et que vous êtes une femme qui a peur d'avoir des enfants parce qu'il y a eu déjà 6 ou 7 maternités, que vous avez des relations sexuelles avec votre mari dans une chambre avec 3 enfants tout autour, eh bien, effectivement, ça peut produire des effets pour la névrose. Et ça, c'est le freudomarxisme. Freud, lui, disait non, pas du tout, peu importe les conditions sociologiques, l'inconscient, c'est une vieille affaire, ça a à voir avec l'humanité primitive. J'ai bien compris qu'il n'y a plus que le freudomarxisme, mais alors qu'est-ce que vous faites de la psychanalyse? Le coup d'état de Freud est quand même assez extraordinaire parce qu'on a l'impression que la psychanalyse, c'est Freud. Et que si on touche à Freud, c'est à la psychanalyse qu'on touche. Or, il y a de la psychanalyse avant Freud, pendant Freud, après Freud. Et Freud ne supporte pas la psychanalyse pendant lui. Adler,
Jung, Ferenczi, enfin, il les balance tous. Il y a des gens avant lui, comme Joseph Breuer ou comme Auguste Forel, dont il tait le nom ou dont il dit qu'ils n'ont compté pour rien ou pas grand-chose. Puis il faut dire que la psychanalyse, c'est quand même la vieille tradition chamanique. Ça veut dire que ça a des millions d'années. Mais la psychanalyse, soin de l'âme, hors de la théorie de Freud, vous la reconnaissez? Oui, mais la psychothérapie est nécessaire. Mais il faut une psychothérapie post-freudienne. L'idée que tous les garçons auraient envie de coucher avec leur maman. C'est ça, c'est le fait de tout ramener en permanence au sexe dans cette psychanalyse que vous condamnez. Vous contestez. Oui, c'est plutôt le fait que Freud a l'impression que ces désirs sont des ordres pour l'humanité tout entière. Il extrapole ses propres fantasmes à l'humanité tout entière. Il dit, j'ai fait un voyage entre Leipzig et Vienne en train avec ma mère. Vers l'âge de 4 ans, je n'ai pas pu ne pas l'avoir vue nue. Donc, je l'ai sexuellement désirée. Donc, tous les petits garçons désirent sexuellement leur mère. Donc, on crée le complexe d'Édipe. Mais moi, j'ai jamais désiré sexuellement ma mère et j'ai jamais eu envie de tuer mon père. Alors Freud dirait, mais si, refoulement. Vous refoulez cette idée-là et c'est bien la preuve que j'ai raison. Et à 37 ans, Freud décide de renoncer. Alors ça, on ne sait pas. Il dit qu'il renonce à sa vie sexuelle, à toute sexualité. Oui, voilà, ça c'est la légende. Il y a un nombre incroyable de légendes pour la vie de Freud. Il dit, je renonce à la sexualité, je sublime ma libido, c'est-à-dire mon énergie sexuelle, j'en fais quelque chose d'autre que de la pure sexualité, et j'invente la psychanalyse avec ça. Ça, c'est un corps de doctrine. Freud dit, je renonce à la sexualité, je transfigure ma libido, sublimation, j'invente la psychanalyse. Or, il a renoncé à la sexualité avec sa femme, mais pas avec sa belle-sœur. Donc moi, ça m'est égal, moi qui couche avec sa belle-sœur, c'est plutôt sympathique. Mais je veux dire que l'idée de dire... Sauf qu'il en élabore des stratégies. Voilà, parce qu'on dit, vous allez fouiller dans les poubelles. Non, c'est Freud lui-même qui dit, c'est le renoncement à la sexualité qui m'a conduit à la création de cette discipline scientifique. Je dis non, il n'y a pas de renoncement du tout. Et qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui disent qu'en gros, vous n'avez rien compris à la psychanalyse et que ce serait la névrose de Freud elle-même qui serait le terreau de la psychanalyse? Je comprends qu'à l'équivalent de 450 € par séance, on a intérêt à dire tout et n'importe quoi sur mon livre, qu'on a intérêt à faire savoir que c'est moi qui mens, qui ne sais pas lire, qui n'ai rien lu, rien vu, et que je suis moi-même dans la fabrication de la légende, dans les cours d'école, c'est celui qui me dit qui est. Donc effectivement, c'est moi qu'on décrédibilise. Et je veux dire, ce sont des faits tout ça. Moi, je veux bien qu'on me dise... Bon, Elisabeth Roudinesco conteste même les faits que vous décrivez. Oui, mais enfin, elle conteste tout, et puis elle est propriétaire de Freud, et dès qu'on touche à Freud, c'est à elle qu'on touche, et elle a l'impression qu'il y a de la haine. C'est-à-dire c'est elle qui intervient au président de région pour m'interdire les subventions à l'université populaire en loose day, comme ça, mais c'est moi qui suis haineux. C'est moi qui donne des faits en disant mais qu'est-ce que vous faites des faits que je vous propose? C'est rempli de faits, c'est un livre qui fait 1 million de signes, 600 pages. Il y a des faits. Il a dit qu'il avait guéri des gens, il ne les a pas guéris. Il a inventé des cas en disant que pour sa théorie de la séduction, il y avait 18 cas. Il n'y a jamais eu 18 cas, etc. etc. Donc, Madame Roudinesco, c'est ce qu'on appelle du négationnisme sur le terrain de l'histoire. Ce qui a eu lieu n'a pas lieu. Et les gens qui disent, mais attendez, c'est pas la légende qui est vraie, c'est l'histoire, ces gens-là, on les traite de révisionnistes. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus, quand on commence à traiter les gens d'antisémites, simplement parce qu'ils proposent une lecture avec des informations, quand Freud dit qu'il dort lui-même, il le dit dans une lettre à Fliss, qu'il dort pendant une séance, c'est pas moi qui invente. Donc il faut qu'on me dise ce que ça veut dire. 1, une lettre dans laquelle il dit qu'il ment. 2, une théorie dans laquelle il parle d'attention flottante. Et 3, cette idée qu'on est payé en liquide 450 €, c'est-à-dire qu'on échappe au fisc. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'arguments du côté de la psychanalyse pour considérer que mon livre est un brûlot. Tous les psychanalystes ne prennent pas 450 € aujourd'hui la consultation, heureusement. Certains prennent plus. En tout cas, qu'on soit ou pas... d'accord avec la conclusion, c'est effectivement un livre extrêmement documenté et quand on est, en tout cas comme moi, pas très cultivé dans ce domaine, absolument passionnant. Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole, c'est paru chez Grasset. Et en plus, je dois dire, ça se lit bien. Franchement, Gérard Collard dirait que ça se lit comme un roman, c'est vrai.